Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Arthur et la quête de l'autre monde, épisode 3. Dans cet épisode, Arthur va nous décrire comment il en est arrivé à prendre de l'iboga. Alors on a enregistré l'entretien il y a quelques temps maintenant et je ne me souviens plus pourquoi, mais le fait est qu'il nous parle directement de sa rencontre avec l'iboga sans s'attarder sur ses premières cérémonies ayahuasca. Alors c'est peut-être moi qui lui ai demandé, puisqu'on avait déjà pas mal parlé d'ayahuasca dans le podcast. Arthur fait ça avec un petit groupe de pionniers psychédéliques qui consomment l'iboga, qu'on appelle aussi le bois, et l'ayahuasca, qu'on appelle aussi la liane. Ils font ça en Europe et parfois même en expérimentant un petit peu, c'est-à-dire en sortant du cadre et des rituels traditionnels qui accompagnent habituellement la consommation de ces plantes. Ce qui fait qu'il va décrire dans cet épisode des pratiques qui ne sont pas vraiment recommandées. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Quand j'ai commencé donc les cérémonies d'ayahuasca, j'ai rencontré des personnes qui étaient initiées à l'iboga, donc au Bwiti, qui étaient allées au Gabon. Et donc j'étais très intéressé, entre guillemets, par leur approche. Pourquoi là ils se retrouvaient à des cérémonies d'ayahuasca, qu'est-ce que c'était que le Bwiti, puisque encore une fois, quand il y a carrément toute une approche culturelle d'une société autour d'une substance, sachant que chez nous elle est interdite, qu'on a tendance à diaboliser, stigmatiser ça, bah, je trouve ça hyper intéressant, surtout quand derrière il y a quand même des recherches qui ont été faites par des personnes intéressantes chez nous sur ces choses-là, et que je pense qu'il y a après la cérémonie d'ayahuasca que j'ai fait, j'avais mis le doigt sur ça, et donc je trouvais que la question était hyper intéressante. Et donc j'étais curieux encore une fois du bois, mais je pensais pas forcément du tout en prendre. Sauf que j'ai rencontré des gens qui étaient en lien avec ça, et j'ai commencé à faire des rêves, et donc je leur en ai parlé. Donc moi je leur dis, purée, je fais des rêves là en ce moment sur des trucs très africains, je te les décris, dis-moi ce que t'en penses. Ils me disent, ouais, mais c'est vachement Bwiti, ce serait pas étonnant qu'un jour tu prennes le bois, écoute... tu devrais lire ce bouquin, si ça commence à résonner chez toi, je t'invite à checker ça et ça, tu vois. Donc voilà, tranquillement, en parallèle de mes sessions d'Aya, qui commencent à... En fait, j'ai eu une vision le deuxième soir de ma première session. J'ai eu une vision, un moment, d'un singe avec un aume de chevalier. Qui a été très forte et très boisée. Je sens. En fait, il y a des gens qui se sont levés pour aller manger le bois pendant ma cérémonie, puisqu'ils ont été invités à le faire par les chamans. Donc déjà, on est dans une cérémonie un peu particulière, hein, mais tout se passe bien. Et là, en fait, moi, on me propose, Arthur, tu veux goûter le bois et tout, juste un peu. Waouh, moi, je suis pas initié. Là, je suis en plein aya. Genre, j'ai déjà tellement de respect pour cette substance que je suis juste étonné. Que là, la réalité, les choses de la vie fassent qu'en pleine session d'Aya, qui est ma première, on me propose de prendre du bois, quoi. Déjà, de recevoir cette info à ce moment-là, c'était très, très boisé. Donc moi, je décline avec moult remerciements l'invitation. Par contre, j'ai une vision là de ce singe, sachant que je vais faire beaucoup de rêves ensuite autour de cet animal totem. Et cette vision est formidable, puisqu'on est un peu dans la planète des singes, en mode un peu une espèce de roi guerrier qui a l'air très humble, un peu de la famille des chimpanzés là, mais un peu roux. Et en fait, vraiment, ce qui transmettait avec ce home magnifique, avec énormément de gravures un peu indiennes dedans, ce qui transmettait, c'était assez sage, assez fort. Et pour moi, j'ai associé ça à l'iboga, donc j'ai trouvé ça très intéressant, cette question de l'iboga qui se pose alors que je suis en pleine cérémonie d'ayahuasca, que je viens voir un peu qu'est-ce qui se passe pour essayer de comprendre un peu tout ça. Et là, on me dirige un peu, en fait, sur le bois. Et donc, plusieurs mois après, quand je suis pris par ces rêves et que j'en parle à mes contacts
on, on finit par, des mois plus tard, en fait, je me retrouve, je sais plus trop comment, on me propose une initiation à l'iboga. Et en général, les personnes le sentent aussi. Et moi, je trouve ça très intéressant, encore une fois, de pas être du tout assujetti à ces choses-là, mais d'être capable d'en parler avec des gens et de ressentir des choses et à côté de s'y intéresser et qu'à côté, il y a des activations de l'ordre de l'inconscient qui commencent à passer de l'autre côté, dans le conscient, en fait, dans le champ du réel. Et que là, nous, on est un peu des tisseurs un peu de cette matière là pour faire des beaux tapis là volants là, et que du coup en fait j'accepte l'invitation, donc je stresse un peu, je me dis waouh, là il va falloir que je bookine des trucs, que je me prépare, donc évidemment je lis quelques trucs et je vois pas non plus masse de choses, donc j'essaie de prendre soin de moi, de pas trop manger mal, de pas fumer, de faire un peu de sport pour me préparer. Et ça marche finalement, puisque quand j'arrive là-bas, en fait, je comprends un peu ce que je fous là. Je capte qu'il y a des choses que j'ai lues. En fait, je suis dans ce que j'ai lu. Enfin, ça, dans les références que j'avais à ce moment-là de bouquins qui existaient, on parlait de lieux. Là, je comprends que je suis dans un de ces lieux, en fait. Donc, je comprends que là, je mets pas le pied n'importe où. Et donc, je me dis, en fait, je me dis qu'avec mon background un peu de jeune ayahuasquien, de jeune psychonaute, en fait, je me dis que, ouais, si je respecte, en fait, je pars d'un principe que si je respecte le truc, moi, je suis hyper honoré de recevoir une invitation, c'est-à-dire une opportunité à un moment dans ma vie et de pouvoir y aller et que ça puisse se faire. Je trouve ça génial. On n'a qu'une vie, moi, j'adore, donc, et, je trouve que c'est peut-être un peu inconscient, c'est là où je voulais en venir, mais ça s'est super bien passé, quoi. Et en plus, carré, quoi. C'est-à-dire que on était ultra encadré, là. C'était bunkerisé, quoi. Et du coup, j'étais un petit peu, comme d'hab, quand tu découvres quelque chose de nouveau, j'étais un petit peu stressé et tout. Mais bon, encore une fois, le bon track. Et donc, du coup, finalement, je dirais que ça a été assez doux. Bon, à la fois, j'ai un super set and settings. C'est-à-dire que je suis dans une bonne maison, il y a les paillasses, il y a l'hôtel, ce qu'on appelle dans le Bwiti, le Bwiti. Donc il y a le Bwiti de mon praticien, et il prend de la place en plus, là. Donc il y a beaucoup de choses. C'est beaucoup d'artefacts africains, gabonais, un peu camerounais, de forêt équatoriale, etc. Et d'autres choses, d'autres attributs de mon praticien liés un peu plus aux minéraux, au tarot, à Matrix, etc. Et en gros, là, ça part 3 heures avant, dans un moment de recueillement. Mais avant ce recueillement, il y a le maquillage. Donc, j'ai oublié le nom de cette craie là, un peu qu'on te met sur le visage, blanche, argileuse, et on te fait des points rouges, chacun en fonction de certaines choses. Enfin, c'est-à-dire, c'est le praticien qui te place les points. Et lui, il a plusieurs outils qui lui permettent un peu de... Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà. Moi, j'ai eu un point sur le front rouge et je crois sur peut-être les joues. Et là, après, j'ai une demi-heure, 1 heure de recueillement seul dans un espace confiné, dans une caravane. Il faut savoir que moi, j'arrive, ça fait 1 mois, 3 semaines que je sais que je vais être initié. Je le sentais déjà depuis quelques temps, donc je suis vraiment... je me suis fait couper les cheveux pour l'occasion, alors que j'avais les cheveux limite mi-longs, parce que les bandits, traditionnellement, ils se font tondre et tout. Donc moi, je voulais aussi dire à l'iboga que... par rapport à l'approche de cette culture-là, je voulais aussi jouer le jeu, en fait. Je viens pas juste pour consommer, je viens pas non plus pour aller au Gabon, faire des liens... mais là, on me propose justement, dans mon pays, ici, avec des bons gars et tout, d'avoir une approche intermédiaire, travailler à la source là-bas. Et donc, moi, je trouve que c'est super, c'est adapté, c'est une mini-initiation, on peut dire. Et donc, après avoir été maquillé et avoir pris ce moment de recueillement, j'ai été invité à aller dans dans un douche froide avec des plantes, pendant laquelle je devais nouer des nœuds sur une ficelle, dans lequel à chaque nœud je devais poser une intention. Donc là, en l'occurrence, c'était de déposer un mauvais souvenir et de faire quelques nœuds comme ça.
Et donc là, on est déjà dans le rituel. Et ensuite, on descend. Et là, en fait, le Nganga, le guide, nous donne des cuillères en fait de bois. Et là, en fait, en général, ça peut être accompagné ou pas, mais là, c'était accompagné donc d'un peu de miel, une cuillère de miel qui aide à passer parce qu'il faut pas trop boire d'eau. Un peu comme la semoule, tu vois, ça gonfle, ça aide pas, mais bon, il y a un moment, tu te rinces un peu la bouche parce que tu as l'impression de bouffer du sable. Et du coup, tu te rinces un peu la bouche, histoire de. En plus, c'est des grains de sable très très amers. Voilà, mais tu sens la matière, quoi, que ce soit l'ayahuasca ou le bois, mais là, le bois, tu sens que c'est du bon bois, quoi. Tu sens que c'est pas bon. T'es là, ouais, c'est hyper amer, ça m'anesthésie la langue, mais tu sens que c'est du très bon bois. Et moi, au bout de quelques heures, j'avais beaucoup de déformations visuelles et j'avais une énorme vibration qui faisait que je pouvais pas trop bouger. Et quand je me levais, je perdais pas l'équilibre parce qu'on m'avait prévenu qu'il fallait que je fasse gaffe. Mais du coup, si tu veux, je prenais vraiment mon temps pour me relever. Genre, je respirais tranquille. Et là, je me levais comme si j'étais, comment dire, tu sais, complètement amoindri de mes capacités physiques, tu vois. Parce que c'est comme si tu avais reçu une dose d'anesthésiant pour cheval, quoi. Et donc, moi, je ressentais un peu ce côté-là, déjà, de léthargie, comme si tu te prends un coup de massue continuel dans la digestion de ce bois. Et à côté, un truc, moi, un peu qui me dépasse, c'est-à-dire qu'à un moment, tu peux être dans une espèce de, ce qui, pour moi, chez moi, est assez rare, mais de cipher, de vide complet. Et là, à un moment, t'as une séquence où en un 25e de seconde, en fait, t'as téléchargé 3 minutes de données. Du coup, il y a un côté hyper informatique, quoi. Et donc là, je voyais un peu des machines, des machines un peu comme des grosses caméras qui prélevaient le réel, quoi. Mais ça, après, c'est parce que moi, c'est mon univers. Donc, mais c'est vrai que je suis d'accord avec cette phrase que disait quelqu'un qui était le bois, c'est toi. Et c'est vrai que l'esprit du bois, c'est plutôt l'esprit du Bwiti, de la culture, du Mvet, du Gabon, de l'Afrique équatoriale et des grands littoraux. Mais c'est plus cette culture-là qui vient marquer en fait un cadre qui ensuite nous permet au travers de cet iboga, tu vois, d'aller chercher des trucs. Moi, j'allais juste rencontrer une initiation au Bwiti et poser des intentions. Et c'est vrai que j'ai vu des choses, j'ai entendu des gens en parler, j'ai vu dans l'espace, donc c'était pas une projection, j'ai pas été dans le village des masques, j'ai pas eu trop de décorporation comme je peux en avoir avec l'ayahuasca, d'avoir des vrais gros voyages avec l'ayahuasca. Là, j'étais tout le temps conscient, j'étais tout le temps là. Mais par contre, dans le champ de ma perception, dans mon champ visuel, je voyais des trucs que j'ai pas l'habitude de voir. Genre des ronds jaunes qui viennent des côtés comme ça des champs. Et des trucs comme ça, voilà. Moi, je voyais des trucs comme ça pendant une semaine. Alors, pendant la session, je les voyais tout le temps. Mais dans la journée, je les voyais aussi de temps en temps. Et c'est vrai qu'un jour, j'ai refait une initiation. Et normalement, on ne fait pas 2 initiations. Donc, mais moi, si tu veux, j'ai beaucoup de respect pour les 2 personnes qui m'ont initié, qui ont ensuite travaillé sur le sujet. Ça a créé pas des tensions, mais ça a créé des soulèvements. Et il a fallu qu'on travaille tous là-dessus, et ça s'est bien fait. Et moi, ça m'a amené sur un élément qui, pour moi, est au carrefour du bois et de l'ayahuasca, qui est le jurema. Et c'est vrai que le jurema, c'est un peu une aya très boisée. Alors là, un petit intermède explicatif s'impose pour expliciter les propos d'Arthur. Je vous rappelle que pour cuisiner le breuvage ayahuasca, il faut une plante qui contienne du DMT, qui est un psychédélique, et une plante qui contient un IMAO. L'IMAO étant une molécule qui empêche votre estomac de dégrader le DMT. Donc, elle permet au DMT d'avoir les effets attendus en étant avalé.
La majorité du temps, l'ayahuasca en Amazonie est faite à base de liane capi, qui contient l'IMAO, et de chacruna, la plante qui contient le DMT. Mais il y a des variantes. Parmi ces variantes, on peut utiliser du Mimosa hostilis, appelé Jurema, pour le DMT, à la place de la chacruna. C'est notamment ce que font les autochtones du nord-est du Brésil pour leur version de l'ayahuasca. La culture rituelle qui entoure la consommation de ce breuvage s'appelle d'ailleurs aussi Jurema. Donc quand Arthur parle de Jurema, il parle d'une boisson qui est réalisée à partir de Mimosa hostilis. Et pour compliquer encore l'affaire, il va évoquer également l'armal, qui est connu aussi sous le nom de rue syrienne, qui contient le même IMAO que la liane ayahuasca. Mais l'armal, c'est une plante méditerranéenne et asiatique, donc les Brésiliens ne l'utilisent pas. Mais comme c'est facile d'en trouver en Europe, eh bien c'est une plante ici qui peut remplacer la liane capi. Donc, en résumé, dans ce cas précis, Arthur évoque une boisson qui contient un IMAO et du DMT, comme l'ayahuasca, mais qui est produite à partir de 2 plantes différentes. Alors, quelle importance, me direz-vous? Ce sont les molécules qui comptent, ce sont elles qui sont à l'origine des effets. Eh bien, la question est plus complexe que ça, parce que beaucoup d'usagers attribuent une sorte de personnalité aux plantes qu'ils consomment, comme une signature d'effet. Le fait que la chacruna et le jurema contiennent toutes les deux de la DMT ne veut pas dire que les effets seront strictement les mêmes d'un point de vue subjectif. Mais on parle de différences subtiles, et l'origine de ces différences est discutée, bien sûr. Elles vont découler en fait de votre grille de lecture de la réalité. Soit vous allez considérer que l'esprit de la plante est différent, soit que c'est une suggestion d'origine culturelle, soit que les plantes contiennent en fait d'autres molécules qui vont influencer aussi l'effet. Et ces explications ne sont d'ailleurs pas du tout incompatibles entre elles. En tout cas, quand Arthur parle d'aya boisé, il veut dire que les effets de ce qu'il appelle le jurema provoquent chez lui un voyage psychique proche de l'ayahuasca classique, mais où il ressent également une sorte d'influence proche de l'iboga. Pour expliquer, c'est que cette anahuasca, comme ils disent, qui est le Mimosa hostilis Pegano Marmala, l'association des deux, cette combinaison-là, quand je prends cette combinaison, ce cocktail-là, j'ai l'impression d'avoir et les effets de l'ayahuasca et les effets de l'iboga. Et surtout que moi, ma ref un peu de ce jurema, c'est aussi cette session moi que j'ai fait perso qui peut-être a fait que moi, quand je vais prendre cette substance, ça me rappellera toujours une forme d'iboga, tu vois. Et donc, lors de mon autre initiation, qui n'est pas réellement à considérer comme une initiation au Bwiti, puisque j'étais déjà initié au Bwiti, mais c'était une initiation plus au jurema, mais qui s'est fait au travers de l'iboga, puisque ça devait être une initiation au bois, et on a mangé tout le bois la première nuit. Et en fait, on a mangé plus de 90 grammes de bois chacun. Donc moi je ne savais pas, mais c'était assez beaucoup quand même, c'est pas non plus la folie, hein, mais c'est quand même beaucoup là. Et en fait, le lendemain, la personne qui s'est chargée de ça a fait un rêve, un micro-rêve après nous avoir veillés. Donc il nous a veillés toute la nuit. Moi ça a été beaucoup désolé, hein, mais de ravalage de vomi, mais pas énormément de vision, mais je savais que c'était le premier soir, donc j'étais avec une plume de corbeau sur le front, et le lendemain, c'était la plume de perroquet, donc j'avais pas grand-chose ce soir-là. Et en fait, au petit matin après la veille, il a fait un rêve qui nous proposait de boire le jurema. Et lui, quand il s'est réveillé de ce rêve, il se dit « Mais putain, c'est complètement n'importe quoi, c'est hyper inconscient. Ils ont pris 90 grammes de bois, je peux pas leur faire boire le jurema. » Mais vas-y, j'ai fait ce rêve, je suis praticien, donc je leur en parle, c'est normal. Et du coup, il nous en parle, et nous, on est grave chaud. Donc lui, il est chaud aussi, mais en mode attention, donc vas-y, bah là, il y aura quelqu'un en plus, vas-y, on va faire ça bien les gars, on va y aller tranquille. Par contre, là, ce midi, vous avez bien mangé, parce que ce soir, il va falloir y aller, machin et tout. Et donc, c'était super journée, en pleine banlieue d'Île-de-France, du côté du Val d'Oise, à Pérégriner, dans des petites banlieues de campagne sympas, où les gens nous indiquaient notre chemin, et on allait ramener du vinaigre blanc pour cuisiner l'armal, et on allait cuisiner la soupe. Et là, nous, on était déboîtés à l'iboga, en fait, avec mon binôme à ce moment-là. Et du coup, le soir, on part dans la soupe, quoi. Et là, moi, c'est l'explosion, quoi. C'est l'explosion. Le verre me déclenche, puisque je suis plus accoutumé, on va dire, de cette plante-là. Et donc là, en fait, elle vient me déclencher tout le bois de la veille.
Et là, mais c'est parti, j'ai pétaradé toute la nuit dans le sens où j'étais une pile électrique infernale, quoi. C'était trop bien, hein, franchement. Genre, je crois que je faisais beaucoup de musique. Je restais un peu sur ma couchette, mais moi, j'ai pas arrêté de bouger, de danser. J'étais complètement animé. Et à côté, je vivais vraiment. J'avais l'impression d'être jeté dans la pièce, mais qu'elle était devenue beaucoup plus grande. Et j'étais jeté en l'air par des djinns, en fait. Là, il y avait vraiment ce côté théière d'Aladin magique. Et ils faisaient une espèce de volleyball avec moi, quoi. Et j'étais là, ouais, sympa, les gars. Et derrière, waouh, la session magnifique. Donc pareil, on avait un petit hôtel sympa. Et à un moment, tout le monde dormait. Et là, la bougie s'est éteinte. Et j'avais jamais fait une session où tout le monde autour de moi dormait, trop chelou et tout. Et là, la dernière bougie s'éteint. Et je vois, qu'est-ce qui va se passer là et tout? Non, 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 non. Et là, boum, elle s'éteint. Et là, moi, je suis sur ma couchette comme un gamin de 3 ans qui est dans son lit, qui a peur un peu et tout, dans le noir et tout. Et là, je suis comme un gamin et là, je regarde le plafond en mode t'inquiète, Arthur, respire, tranquille, tout va bien. Et là, je commence à voir les étoiles. Alors que j'étais dans un appart au plafond, et là, je vois les étoiles, magnifique. Et là, je vois, il n'y a plus de lumière, mais j'accepte complètement l'obscurité parce que je comprends même au travers de cette perception qui se synchronise un peu avec mes peurs à ce moment-là, je comprends qu'en fait, en acceptant l'obscurité, ben, tu laisses apparaître des choses que parfois on voit pas quand il y a un peu trop de light. Donc moi c'était plutôt ça en fait. Et à ce moment-là dans ma vie j'étais un peu, j'étais pas dans le dur mais j'étais dans une transition puisque ça y est là j'avais fini le lycée, j'allais commencer mes études et c'était des gros choix de vie quoi parce que je voulais essayer plusieurs choses. Et donc je pense que le bois ça m'a clairement permis derrière de gérer ma vie en fait. Parce que déjà, il a fallu que j'apprenne à gérer la pression euh, de qui je suis et de ce qu'est ma vie. Et donc, une fois que j'ai pu gérer la pression et donc agir, ça m'a permis aussi de gérer ça, je pense. Et donc, de m'amener dans la vie euh, une forme de gestion. Et donc, bah, comme pour moi, c'est fonctionnel, bah, effectivement, c'est des pratiques, moi, que je reconnais complètement. Auquel je m'intéresse régulièrement. Je suis pas mal de ce qui se fait, que ce soit en Afrique pour l'iboga ou pour l'ayahuasca en Amérique latine et en Europe et ailleurs. Mais voilà, je suis ça de loin, comme quand je regardais le forum, mais par contre, je sais de quoi on parle. Et c'est vrai que du coup, je suis pas fermé du tout non plus à l'usage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je consomme très peu d'ayahuasca ou d'iboga, quoi. Moi, je dirais que le bilan, il est plutôt positif, mais je saurais pas dire si ce truc-là est représentatif dans ma vie, en fait. Et c'est pas parce qu'il est pas important. Il est important, il a sa place, mais je saurais pas si cette approche-là, en fait, moi, chez moi, c'est plus une philosophie. Donc, ce que j'en tire, c'est plus un relief dans ma personnalité, dans ce que j'ai à amener en fait. Je pars un peu du principe que ça va pas changer ta vie, mais ça changera peut-être le regard que tu as sur elle et en fait ça peut changer quand même beaucoup de choses. Et après c'est aussi ouais, moi je pense que quand on parle de lâcher prise ou de choses comme ça, moi je pense que c'est ce côté où tu te retrouves face à toi-même et où tu acceptes des choses que t'as pas l'habitude de regarder. Je sais pas si c'est parce que c'est tabou, si c'est parce que c'est pas trop des coutumes qu'on a de se dire je t'aime, de prendre soin, d'accepter aussi que tout est pas rose et que c'est pas grave, tu vois, de relativiser tout. Ben, euh, et je trouve que c'est assez simple en fait, cette approche. En fait, elle est très pragmatique et c'est là que j'ai un peu de mal aujourd'hui avec tout ce qui est dogmatique. Donc certes, c'est un dogme qui est moderne, qu'on reconnaît pas réellement maintenant, mais il est très mythologique pour moi, c'est désacralisant au possible. Et limite, aujourd'hui, j'ai plus de respect pour quelqu'un qui me sort
une vapo avec de la super DMT que des gens qui partent à l'autre bout du monde faire des sessions pendant 2 semaines. Je juge pas et tout, mais je suis un peu loin de tout ça en fait. Et je pense que j'ai une approche qui est très simple. Et du coup, je suis hyper content. C'est là que j'en reviens sur la satisfaction en fait, c'est que je suis super content de ce que ça m'a montré en fait sur ce que je suis, sur cette simplicité. Et du coup, je cherche pas grand-chose en fait. De base, même quand j'ai pris ces trucs-là, je comprenais pas trop ce que je faisais là, mais je suivais mes intuitions. Et je j'ai pas regretté les suivre. Par contre, derrière, il a fallu que j'assume. En fait, je réalise à quel point le bois, effectivement, ça agit après dans ta vie, quoi. Et voilà pour l'épisode d'Arthur, merci à lui d'avoir témoigné. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast financièrement si vous le souhaitez grâce à une page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Dans le prochain épisode, on retrouvera un nouveau témoin. D'ici là, portez-vous bien.